445 poubelles qu'on traverse entre l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et le marché de Mokolo. Est-ce qu'il y a un ministère de la ville? Est-ce qu'il y a un délégué du gouvernement? J'ai compté environ 45 poubelles entre le ministère de la fonction publique et le campus de Ngouaekele. Quand vous arrivez devant l'école normale supérieure, vous avez une poubelle. Vous vous demandez s'il y a eu un tsunami, s'il y a eu une catastrophe. Parce que le tas d'immondices, vous vous interrogez. Vous n'avez pas encore fini de voir ce tas d'immondices, vous arrivez à l'entrée de l'EMIA. Le niveau d'ordure que vous avez à ce niveau, vous ne l'avez pas encore achevé. Il y a une délégation départementale en face. Ce que vous voyez à ce niveau, je ne parle pas. Quand vous montez légèrement, vous arrivez au niveau de la gendarmerie. Je ne sais pas comment les gendarmes qui travaillent là font pour entrer dans le bureau chaque matin. Ça, c'est la situation de Yaoundé, c'est la situation du Cameroun. Et donc, c'est la capacité à aimer les gens, à être à leur service, à exercer un leadership de service. C'est de s'interroger matin, midi, soir. Est-ce que le mandat que j'ai pris et les responsabilités que j'ai prises, est-ce que les engagements que j'ai pris vis-à-vis de ce peuple qui pleure, qui souffre, est-ce que je suis à la hauteur de ce que ce peuple attend? Mais c'est aussi la capacité d'être aimé par les gens. C'est la capacité d'être aimé par les gens. Et être aimé par les gens, être aimé, c'est avoir des gens qui adhèrent à votre vision, qui sont prêts à mourir pour vous accompagner, qui sont prêts à se sacrifier parce qu'ils croient au projet que vous leur proposez. C'est ça le pouvoir. Et donc on peut être au pouvoir sans avoir le pouvoir, Ernest. Et donc on s'interroge sur l'utilité d'un nouveau mandat ou d'autre chose. On peut faire le débat si on veut. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, jamais dans l'histoire du Cameroun, je lisais un ranking qui faisait savoir que le Cameroun avait l'un des gouvernements les plus incompétents de l'histoire du monde. Wow. Mais c'est un gouvernement d'une incompétence notoire. Je crois que souvent on a eu des mauvais castings. Celui-là, il est légendaire. Il faut l'inscrire dans le livre record. C'est le gouvernement qui a aggravé l'inflation, qui a aggravé la pauvreté, qui a aggravé la saleté, qui a aggravé les maladies. Le gouvernement de la République du Cameroun est l'un des plus incompétents de l'histoire de ce pays. Et c'est le gouvernement qui est resté le plus longtemps. Et c'est ce qui est étrange. C'est-à-dire on aurait pensé que la stabilité pouvait être un gage de succès. Le fait qu'ils ne soient pas inquiets qu'on va les enlever du jour au lendemain aurait pu leur donner un peu d'audace, un peu de culot, malheureusement, pour affronter les problèmes des Camerounais. Mais si vous regardez secteur par secteur, vous prenez les indicateurs, et moi je vous dis, les exercices je l'ai fait. J'ai pris tous les indicateurs macroéconomiques, le carré de Caldor, à 2018. J'ai regardé tous ces indicateurs avec les fluctuations différentes, en intégrant effectivement un certain nombre d'apouris qui peuvent intervenir, qui sont par exemple des crises politiques, qui peuvent avoir une influence sur les propositions ou les volontés ou les projets qu'on a voulu implémenter. J'ai comparé tous les indicateurs, même au niveau de l'éducation. Jusqu'en 2025, je vous dis, sur tous les niveaux, on est au rouge. Le Cameroun est aujourd'hui une destination erronée des investisseurs. Nous, en tant que conseil juridique, lorsqu'un opérateur économique veut investir au Cameroun, nous, on va lui dire par patriotisme qu'il faut venir. Mais je vous dis, tous les classements, vous prenez le Doing Business, vous prenez le COFAS, vous prenez l'ARMI, tous les experts en matière d'investissement déconseillent le Cameroun, c'est une destination risquée. Et donc, dans une telle configuration, quand vous venez poser le problème, est-ce que le président, est-ce que la candidature est utile, la candidature est nécessaire? Moi, je pense que nous, on n'a pas à répondre à ce type de questions. En 1940, l'Assemblée nationale française, tellement effrayée par la situation du pays, cherche la solution pour régler les problèmes du pays. Et comme partout ailleurs, la première solution dans un pays en crise, c'est la qualité du leadership. C'est le leadership. Partout, lorsqu'un pays est en crise, la première question qu'on se pose, c'est qui? Quel est l'homme qui va nous permettre de sortir de cette situation de crise? Et la majorité de droite dit que la solution, c'est le maréchal Pétain. Erreur fatale. Le maréchal Pétain avait 84 ans. Mais il y avait le souvenir de ses victoires. Il avait apporté un soupçon de démocratie qu'il avait promis. Il avait apporté un peu de développement. Mais est-ce que le maréchal Pétain, de 84 ans qu'on allait chercher, manu militaire pour venir sauver la France, avait les moyens pour sauver la France en 1940, malgré tout ce qu'il avait fait, on s'interroge. Mais voici ce que le général de Gaulle va dire dans ses mémoires. La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne fût épargné à la France,
la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. Personnellement, le débat sur l'âge des gens ne m'intéresse pas. Il y a une armée de cons de ma génération qui n'aident pas ce pays, qui sont entrés dans toutes les magouilles plus graves que celles de la génération de nos dévanciers. Et je suis à peu près certain que le nombre de criminels de ma génération est plus nombreux que les criminels de ceux que nous sommes en train de honir. Le problème n'est pas donc en réalité celui d'une génération. Le problème, c'est d'avoir une armée de gens au service d'un pays qui sont convaincus qu'en réalité, ils s'élèvent le matin pour servir un idéal qui est plus grand qu'eux. Et donc la question de l'âge, moi, me pose problème. On peut avoir 100 ans et avoir encore des tripes, de l'envie. D'accord. Le problème est que nous ne voyons pas d'envie. Moi, en tout cas, je n'en vois pas. On a un gouvernement d'une incompétence notoire qui n'a résolu aucun problème. On a des postes qui sont vides. Des gens sont décédés, ils sont allés en retraite. On a l'incapacité de les changer. On a des secteurs d'activité qui sont fondamentaux pour permettre à la machine économique de marcher, parce que ce n'est pas l'État qui crée de la richesse, c'est le secteur économique qui le fait. Mais nos ministres sont seulement en train de créer les nouveaux impôts, élargir l'assiette, tuer les petits contribuables, tuer les entreprises qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de produire. Regardez comment le GICAM se plaint tous les jours, les opérateurs économiques, le patronat se plaint. On crée de nouvelles niches alors qu'on sait très bien là où il y a l'argent. Arrêter la corruption, on ne veut pas arrêter la corruption. Les détournements, on n'arrête pas les détournements. Le nombre de voleurs par milliard au mètre carré le plus élevé dans notre pays que dans toutes les autres concentrations qui puissent être imaginées, même hors de l'univers. Dans un tel contexte, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a de la volonté politique pour que ça change. Le débat pour moi, personnellement, n'est pas vraiment celui de l'âge, même s'il peut interroger sur la vitalité de celui qui porte un magistère. Merci beaucoup, on va revenir à vous. C'est aussi insulter les Camerounais de faire penser que le président Biya a besoin d'une alliance pour gagner une élection. Il a l'administration du territoire, il a l'armée, il a la police, il a les camps. Ah non. Non, je dis le président de la République. Oui. Le président de la République a l'armée, il a la police, il a l'administration du territoire, il a les camps. Mais c'est pas eux qui votent. Je dis, si Elekam dit que dans tel village, voici les bulletins de vote que moi j'ai comptabilisés, c'est eux qui font foi. Mais il y a des scrutateurs, docteur Richard Macron. Vraiment, on ne peut pas faire la philosophie. Si Elekam vous dit... vous me menacez même, docteur Richard Macron. Mais puisque vous gardez le débat n'est pas de savoir est-ce que... Il y aura des scrutateurs. Il a besoin des alliances. Il n'a pas besoin d'alliance pour gagner. S'il est candidat, il va gagner. Il n'a pas besoin d'une alliance avec le MDR, avec le FSPR, l'UNFR et tout ce que vous voulez citer. Si le président Biya, déjà la popularité que vous avez évoquée, qui est évidente, dans nos villages, dans nos contrées reculées, où les gens vous demandent qu'il veut le papier, il y a le feu sur ça. S'il n'y a pas de feu sur ça, lui ne connaît pas de quoi vous parlez. Si vous évoquez tous ces éléments... Le professeur Femme de Ngoua dit que ce n'est pas le feu, c'est la flamme. Le flambeau, le flambeau. Si vous évoquez tous ces éléments socio-culturels, vous ajoutez la grande affection que les Camerounais ont pour lui. Nous, de notre génération, on n'a connu que lui. Et donc, à un moment donné, même, quand vous allez vers l'urne, parfois, même vous ne savez même pas ce que vous prenez. Vous cherchez le bulletin qui a le feu, vous mettez. Donc, si vous ajoutez tous ces éléments qui sont comme une possession collective d'un peuple qui est envoûté, on va tous aller voter. Si vous ajoutez au fait qu'il est propriétaire de l'ECAM, il va gagner. Donc, le débat n'est pas là. Moi, je pense que ce n'est pas là-bas le débat. Moi, je suis même inquiet. Et j'ai même peur. Quand je vois l'armée de vieux qui constitue le RDPC, et je les vois sans ambition, moi je suis inquiet. Moi j'ai 45 ans, je suis déjà en train de partir. Que je vois des gens qui ont 70 ans, ils sont dans le gouvernement, ils disent « Oh papa ne part pas, papa ne part pas ». Moi je suis inquiet. Obama, moi je suis inquiet. C'est une armée d'enfants, mais des vieux qui sont les enfants. Non papa ne part pas, tu pars, on est mort. Donc dans le RDPC aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui peuvent être candidats. Il n'y a pas de gens, c'est-à-dire que si aujourd'hui le président dit même, parce qu'en réalité c'est quelqu'un qui... On ne connaît jamais ce qu'il pense. Il peut même venir vous dire qu'il fait le bilan, il est candidat. Qui a dit même aux gens qu'il est candidat? Donc s'il dit là, dans 2 mois qu'il ne part pas à l'élection, les gens vont commencer à pleurer dans le RDPC. Il y aurait le deuil partout. Papa, oh, tu pars où? Papa, mais seront sérieux. Je vous coupe pas, je fais juste une confidence. J'ai discuté avec le professeur Tutu Sédjoua et il m'a dit en 90 qu'ils ont reçu la consigne du chef de l'État d'annoncer aux Camerounais, ou du moins aux militants, qu'il n'y aura pas de multipartisme, qu'il n'est pas d'accord.
Et quelques jours après, lui-même, il est venu annoncer la nouvelle. En réalité, il devrait avoir au sein du RDPC des jeunes premiers qui expriment de l'ambition. Et ce serait une chose normale. Si on est dans un espace politique, on doit pouvoir voir aujourd'hui dans le RDPC des gens qui peuvent légitimement dire, et qui doivent pouvoir le dire sans que cela ne soit un crime. Et je ne pense pas qu'on va les tuer. De dire que, bon, aujourd'hui, nous pensons que, bon, si le président n'est pas là, si le président estime que ce qu'il a donné, il peut se reposer, moi je pense que j'ai le profil. Ils doivent pouvoir le dire dans un espace politique démocratique. De pouvoir dire que non, si mon père n'est pas là, moi je suis candidat. Et ce serait une bonne chose. Et donc, le véritable débat aujourd'hui, c'est regarder de façon objective la situation de notre pays. Albert est très brillant. Il n'a pas voulu répondre sur la question du bilan parce que, bon, il dit que le président, lui, il a fait le bilan, donc lui, il ne fait rien sur le bilan. C'est très élégant. Faire même un débat sur le bilan, en réalité, le bilan est là, il est dehors, là, quand vous sortez là. Il y a une armée d'affamés qui marche là partout. C'est ça, on est dans une histoire qu'on ne peut pas expliquer. Si on m'avait dit, moi, né à Yaoundé, en 79, que j'allais regretter Timévouna, moi je n'allais pas croire. Si on m'avait dit, moi, qui trouvais qu'il avait des ambitions de villageois, il faisait des boutiques un peu partout, mais moi à Yaoundé, je ne pouvais pas garer n'importe comment. Vous garez n'importe comment sous Timévouna, vous alliez payer 25 000. Et il y a tellement d'histoires, des gens qui parlent le voir, on a arrêté ma voiture et tout, ils vous donnent 25 000, vous allez payer. Parce que vous devez comprendre qu'on ne gare pas n'importe comment. Il y avait une idée de la ville. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Vous ne pouvez pas expliquer que vous avez un ministère de la ville ou qui en tient lieu, un ministère de l'habitat. Les gens ne savent pas ce que c'est que la ville, que c'est que l'habitat. Vous-même, vos propres ministres ne savent pas ce que c'est que la ville. Et vous n'en tirez pas de leçon. Il y a un délégué du gouvernement ou ce qui en tient lieu. Vous ne savez pas très bien. Tout est sale, tout est cassé. Les gens ont le budget. On fait une évaluation en tenant compte des moyens et des résultats. Et au milieu, on essaie de voir les aléas qui ont pu avoir un impact. Il a parlé tout à l'heure des crises, des conflits et tout. Mais c'est un budget qui n'a cessé d'augmenter depuis 2018. C'est-à-dire les moyens ne font qu'augmenter. Vous avez donc de côté les moyens qui augmentent et de l'autre côté les résultats qui se détériorent. Mais vous vous posez la question, est-ce qu'il faut organiser un exorcisme collectif? Il faut les prêtres, les imams, on fait un truc collectif à la poste centrale, on prie sur les Camerounais pour essayer de comprendre. Parce qu'en même temps, les budgets augmentent. De l'autre côté, les bandits au millimètre carré se multiplient aussi. Et les résultats ne sont que décroissants. Et donc, du coup, moi, je comprends l'interrogation de mon grand frère, le professeur Claude Assira, pour se demander qu'il y a quelque chose là qui se passe. Est-ce que c'est un dédoublement fonctionnel? Est-ce qu'il y a... Il faut essayer de comprendre. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, les conditions ne sont même pas remplies pour qu'il y ait une élection. On va faire certainement le bilan. Pour qu'il y ait une élection libre et transparente. Et pour moi, ce n'est même pas là le débat. Le débat, c'est une question du président Paul Biya à lui seul. C'est lui seul qui peut aujourd'hui résoudre l'équation aussi complexe de sa candidature ou pas. De sa candidature. Personne n'a lui dit, monsieur le président, soyez candidat, ne soyez pas candidat. C'est lui seul quand il rentre dans sa chambre, avec l'armée d'incompétents qui l'accompagne, de se demander, bon, si je suis avec ces gens, on reconnaît que du point de vue de la sécurité, vous roulez à Yaoundé, voilà quoi. Du point de vue de la sécurité, il faut être objectif, il faut le dire. Du point de vue de la sécurité, il y a des gens là-bas qui font le taf. Et ça, c'est l'un des rares secteurs dans lequel vous êtes au Cameroun. Vous êtes quand même, vous vous dites, je suis dans un pays où il y a des gens qui font le taf. Il y a des gens qui défendent le drapeau. Vous pouvez marcher à Yaoundé à n'importe quelle heure, il y a quelques larcins. Voilà. Mais vous êtes en sécurité. Voilà. Je ne donne pas le même crédit à l'économie. Parce que le niveau de pauvreté a explosé. Ni au ministère. Je ne veux même pas parler du ministère des domaines. On n'a jamais prostitué un acte juridique. Le titre foncier sans caleçon au Cameroun, il est prostitué, il n'a aucune valeur. C'est un papier qu'il faut déchirer. Vous l'avez à midi 5, il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Vous l'avez, il ne sert à rien. Et donc, le seul secteur où je peux dire, je marche à Yaoundé à n'importe quelle heure, je rentre chez moi à 2 heures du matin, je n'ai pas peur, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est l'armée. Tous les autres secteurs sont sinistrés. Et donc, le problème n'est pas de savoir, non, c'est le président seul qui peut répondre à la question. Et nous lui disons, non, que monsieur le président, parce que moi, je n'avais pas l'habitude de voter. Mon désarroi est dû au fait que, pour la première fois de ma vie, j'ai voté en 2018. Et j'ai voté Paul Biya. Ah, vous avez voté Paul Biya en 2018? Mais oui, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec des amis, parce que ce que je m'étais dit en 2018, c'est que, c'est le raisonnement de Mike. Je me suis dit, bon,
Michel. Oui. Non, mais il faut qu'il sache que Mike, c'est comme ça qu'on m'appelle. Oui, j'ai imaginé. Oui, c'est comme ça qu'on s'appelle. On s'appelait jeune. Je me suis dit en 2018, j'avais espéré une candidature unique de l'opposition. Je me suis dit, si c'est pour aller être calife à la place du calife, ça ne m'intéresse pas. Je veux sentir la maturité de l'opposition à travers une candidature unique. En tuant les égos, je vais sentir que non, là, il y a quelque chose. Moi, j'allais voter l'opposition. Et j'avais fait un post pour dire qu'il y a les votes par raison et les votes de dépit. Je m'étais bouché les narines en votant le RDPC. Et j'ai dit, je vais voter le RDPC par désarroi. Parce que je ne peux pas donner ma candidature à une élection qui est fragmentée. Comme ils veulent donc remplacer le calife pour faire la même chose, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'avais raison? Je ne peux pas dire oui ou non. L'histoire nous juge. Mais j'ai fait un choix. C'était ma première fois de voter. Et donc, je suis en droit de demander des bilans à celui que j'ai élu. Et donc, mon niveau de désarroi est énorme parce que je me suis fait entuber. Non, c'est ça le problème. Je me suis fait tromper. Et donc, je serais resté dans mon calme légendaire du consultant qui bavarde, qui critique, qui ne vote pas. Et c'est très douillet comme situation. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien de rester toujours à critiquer. Toi-même, tu ne fais absolument rien. J'ai dit, bon, peut-être qu'un jour, je serai candidat. Que j'aille quand même voir à quoi ressemble un isoloir. Un isoloir, je m'avais voté. Et j'ai posté, s'il n'y a pas une candidature unie de l'opposition, je vais voter le RDPC. Mais ce n'était pas un vote de conviction. Et donc, j'ai voté en 2018. Et donc, je peux demander un bilan parce que je me suis engagé en donnant ma voix à quelqu'un. Et quand je fais donc ce bilan aujourd'hui, je dis, je me suis fait entuber. Et quand je regarde l'armée d'incompétents qui accompagne celui que j'ai élu, je suis 2 fois plus déçu. Et qu'il n'y a pas de leçon qu'on tire après une telle bérésina, je suis inquiet. Et donc aujourd'hui, vous me demandez ce que je vais faire en 2018, en 2025, je vote, je ne peux pas vous dire. Je ne peux même pas vous dire. Je m'interroge d'abord à savoir si on est même dans une situation collective. Parce qu'on est dans une situation de traumatisme. Avant, il faut d'abord régler ce traumatisme, ça ne s'appelle pas la prière, pas des... Le Cameroun est traumatisé. Et donc avant de passer à est-ce qu'il faut voter, est-ce qu'il faut aller à l'élection, est-ce que le code électoral a fait que... Parce qu'on va avec le même code électoral, avec la même structure et les cam, moribonde, incompétente, nuisible et tout. Bon, on repart avec tout ça. Mais pour quel résultat? Donc, il faut s'interroger sur le grand traumatisme dans lequel nous sommes aujourd'hui pour voir. Avant de commencer à me parler d'une affaire de candidat. Mais moi, je demande à celui que j'ai élu en 2025, en 2018, que c'est quoi le bilan? Le bilan, c'est que mon titre foncier ne vaut plus rien. Le bilan, c'est que je jonche, je traverse les poubelles. 445 dans Yaoundé après une journée. Mais bon, c'est ça le bilan. Le bilan, c'est qu'on a mangé tout l'argent du Covid. Et personne ne peut répondre. Personne n'est en prison. On a mangé l'argent des stades de football et tout le monde est tranquille. Bon, il n'y a des responsables de rien. Tout le monde a bien fait. Bon, comme tout le monde a bien fait, bon, ne parlons même pas de débat. Attendons la prochaine élection présidentielle, on signe le chèque.